d'abord d'une prise en charge pluridisciplinaire, chose qu'on a chez nous, vu certaines difficultés, peut-être on va aborder. Tradition dans le domaine scientifique de commencer par la définition des concepts. La paralysie cérébrale, bien sûr, c'est un terme qui est souvent utilisé plus par les recherches anglo-saxonnes, par les Américains et les Canadiens. Les Français, eux, ils parlent souvent d'IMC. Le terme IMC, il est plus utilisé par les chercheurs français. Alors, ce terme recouvre un ensemble de dysfonctionnements moteurs non évolutifs, mais souvent changeants, secondaires à des lésions ou à des anomalies cérébrales qui surviennent à des stades précoces du développement. Ça, on a eu quelques informations dans ce sens grâce à nos spécialistes en médecine hier. Le diagnostic se fait sur la présentation clinique sans tenir compte de l'étiologie ni des déficiences associées. Quand on consulte les ouvrages et les recherches, les articles sur cette question, quand il n'y a pas de retard mental, on parle d'IMC. Le terme IMC, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle d'IMC, on revient toujours à Tardieu. Guy Tardieu, c'est un neurologue français qui était parmi les premiers à s'intéresser à cette pathologie, qui était le premier à avoir créé un service en France qui était dédié à la prise en charge des IMC. C'était dans l'hôpital de Bicêtre, on lui a accordé, le service était consacré aux arriérés mentaux, mais lui, il a pris une partie de ce service, et il l'a consacré à la prise en charge des IMC, et il a formé, parce qu'on va parler de formation autour de lui, des médecins neurologues, des en charge de l'IMC. Et comme bon scientifique, il ne s'est pas contenté de la prise en charge, mais il faisait aussi beaucoup de recherches, notamment des recherches épidémiologiques, parce que le travail de Tardieu, c'était pendant les années 50, 52, 53. Et là, il a publié plusieurs thèses qui ont été consacrées aux raisons, quels sont les facteurs de cette pathologie. Bien sûr, l'IMC, elle recouvre un ensemble hétérogène de déficits neurologiques auxquels s'ajoutent des troubles psychologiques et des difficultés d'apprentissage. Du point de vue neurologique, bien sûr, la déficience motrice et posturale, elle est irréversible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments, ça ne se soigne pas, résultant d'une perturbation non évolutive des fonctions cérébrales, résultant d'événements qui se produisent ou qui se sont produits au cours de la grossesse, de l'accouchement, de la période néonatale ou de la petite enfance, ou liés à des facteurs héréditaires. Hier, on a vu avec les gynécologues, bien sûr, ce qui se fait surtout au moment de l'accouchement, ainsi de suite, mais on sait qu'il y a d'autres causes qui peuvent avoir lieu juste après la naissance ou pendant la petite enfance. Les estimations, bien sûr, peut-être celles que je vais présenter ne sont pas aussi récentes, mais elles peuvent toujours être, elles sont toujours valables. Alors, bien sûr, elles diffèrent beaucoup. Pourquoi? Par rapport aux techniques qui sont utilisées pour dépister. Elles diffèrent aussi selon la manière dont on définit l'IMC. Elles diffèrent aussi selon les tendances démographiques, comme l'a signalé hier professeur Kliba. Quand on a une augmentation de la démographie, il peut y avoir aussi une augmentation de cas touchés par cette pathologie. D'une manière générale, dans les études qui ont été faites, les estimations disent qu'il y a une incidence qui serait égale au moins à 2 naissances vivantes pour 1000 naissances. Alors, ça, c'est, comment dirais-je, c'est valable pour les pays soi-disant développés. Le problème dans les pays sous-développés, c'est qu'il n'y a pas de recherche systématique. Il n'y a pas de recherche épidémiologique. Comme on l'a dit hier pour l'Algérie, qui pourrait nous dire combien de naissances, combien de bébés seraient touchés par cette pathologie? Et c'est surtout que, comme on l'a dit hier, le médecin pédiatre, elle a insisté sur ça, sur la nécessité de faire une fiche pour le bébé qui naît. Parce qu'en fait,
il faut qu'il y ait un suivi, et puis il n'y a pas que les services de gynécologie qui peuvent nous donner ces statistiques, il faut qu'il y ait aussi les services de pédiatrie et tous les services consacrés surtout à la petite enfance. Alors dans les pays sous-développés, nous avons quand même un chiffre un peu plus élevé, 2,5 naissances pour 1000, mais là ça concerne certaines études qui se sont intéressées à des immigrés, notamment ceux qui ont immigré en Israël, et des immigrés d'Afrique et d'Asie. Alors, les dysfonctionnements associés. C'est vrai que dès le départ, on fait le diagnostic d'une IMC, on sait qu'il s'agit d'une pathologie d'origine neurologique, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette pathologie-là touche principalement l'aspect moteur, c'est ce qui est visible, mais il y a aussi beaucoup d'autres dysfonctionnements qui vont aussi être autour de cette pathologie et qui va rendre le développement des autres aspects aussi difficile. Alors nous signalons chez les enfants IMC des troubles visuels. Parmi les troubles visuels, nous avons le strabisme. Pourquoi est-ce qu'on va parler des troubles visuels? C'est surtout par rapport à leur incidence future. Quand il y a ces troubles visuels, ils peuvent avoir des incidences sur l'apprentissage. D'accord? Ces enfants qui ont des problèmes de des confusions entre les symboles, entre les directions des lettres. C'est pour ça que nous, quand on suit les enfants, on les suit plus loin, parce que jusqu'à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, on va retrouver aussi des difficultés. Nous avons aussi des dysfonctionnements de la perception visuelle. Comme je disais tout à l'heure, chez ces enfants, il peut y avoir des difficultés, par exemple, ils ne reconnaissent pas la différence de forme entre le B et le D. D'accord? Celui qui tourne vers la droite ou qui vers la gauche. Il y a aussi des problèmes pour réaliser certaines choses qui peuvent sembler peut-être très faciles, assembler un puzzle ou des cubes. Chez l'enfant IMC, à cause de ce problème de perception visuelle, il aura peut-être de la difficulté à le faire. Bien sûr, tous ces troubles, on les appelle des troubles de la coordination visio-motrice, c'est-à-dire coordination entre la vue et la motricité. Les déficiences auditives sont présentes chez les enfants IMC, notamment chez certains. D'ailleurs, je n'ai pas, j'ai sauté la partie typologie, hein, parce qu'on parle aussi de plusieurs types d'IMC selon la nature de l'atteinte, ainsi de suite. Alors, chez les enfants IMC, déjà on a une estimation, pour certains auteurs, 25% des enfants IMC seraient atteints de surdité ou d'hypoacousie. Et là, bien sûr, il s'agit d'une insuffisance de l'acuité auditive correspondant à la déficience auditive légère. D'accord? C'est-à-dire que si on fait... Et bien sûr, là, c'est pour ça que j'ai dit des types, cette déficience auditive touche plus 74% quand il s'agit des IMC athétosiques. Et elle est moins importante chez les IMC spastiques. Il s'agit de surdité de perception. Et bien sûr, dans les surdités de perception, il n'y a pas de chirurgie, mais on peut corriger par un appareillage, par les prothèses qu'on met pour les enfants qui ont une diminution de l'audition. Elles peuvent bien sûr avoir une incidence sur l'apprentissage du langage. C'est clair qu'un enfant qui n'entend pas bien ne peut pas acquérir le langage correctement. Autre chose aussi, pour ce qui est de ce tableau, ce qui est aussi difficile, c'est que parfois, on ne diagnostique pas ces problèmes, c'est-à-dire il arrive qu'on passe à côté d'un problème de surdité, alors qu'il faut le chercher pour pouvoir expliquer tous les problèmes que rencontre l'enfant. Et là, bien sûr, j'explique que tout simplement, parce que cette surdité ne va pas toucher tous les sens, toutes les fréquentations, c'est pour ça que les parents peuvent vous dire, mais parce que il y a des fréquences qu'il ne va pas entendre, mais pour acquérir le langage correctement, pour suivre après dans la scolarité, cette surdité, même si elle est légère, elle va déranger ce développement. Concernant maintenant la pathologie du langage, les études sur le développement du langage, je vais vous dire, elles ne sont pas nombreuses. Il y a très peu d'études qui se sont consacrées à l'étude du développement du langage chez les IMC. Pour certains chercheurs, les étapes principales sont les mêmes, c'est-à-dire que l'enfant IMC peut développer le langage selon les mêmes étapes qu'un enfant dit normal, ce qu'on appelle en psychologie tout venant. Mais on va quand même voir qu'il y a des petits problèmes et quelques retards qui vont avoir lieu. Alors, mais il y a présence de troubles du langage qui sont fréquents et variés. Fréquents et variés, pourquoi?
Ça peut aller d'un simple trouble d'articulation jusqu'à chez des enfants qui ne parlent pas du tout, qui n'ont aucun langage oral. Et bien sûr, cela, c'est clair, ça dépend de la gravité de l'atteinte neurologique. Alors, quand on va avancer un petit peu, là j'ai quelques avis de chercheurs spécialistes, bien sûr. La variété des troubles de la parole et du langage présentés par les sujets EMC est le reflet de la diversité présente au niveau de la symptomatologie organique. C'est-à-dire, ça dépend de l'atteinte, d'accord, de la nature et de l'atteinte neurologique. Là aussi, bien sûr, ce qui est signalé plus, ce sont les troubles moteurs qui occupent une place prépondérante dans les séquelles définitives résultant des lésions cérébrales précoces et non évolutives. Et bien sûr, mais cependant, on vous dit que ces troubles-là ne résultent pas, c'est-à-dire ce n'est pas seulement ces troubles qui vont donner des pathologies de la communication, il y a d'autres éléments aussi qui peuvent rentrer en considération et on peut même avoir des facteurs psychologiques. Dans certaines de mes lectures, un enfant qui a des difficultés à parler et si les parents décident à chaque fois de parler à sa place, de s'exprimer, de l'empêcher, c'est parce qu'il articule mal, on préfère que ce soit nous qui parlons à sa place, vous ne l'aidez pas, au contraire, il ne va plus avoir envie de communiquer. Alors dans la prise en charge, comme je vais le répéter tout à l'heure, quel que soit le degré de la pathologie, d'un simple trouble jusqu'à absence de langage oral, et il faut toujours encourager l'enfant à communiquer et quand les difficultés sont importantes, il faut mettre en place des moyens de communication qui vont remplacer le langage oral. On peut utiliser la mimique, on peut utiliser les signes, on peut utiliser tous les moyens qui sont développés actuellement. Je continue. Concernant les troubles de la parole, alors bien sûr, quand on parle de parole, quand on a nos étudiants d'orthophonie, avant de parler de langage, ils ont un module d'anatomie de l'appareil phonatoire respiratoire. Tout simplement parce que l'acte de parler, c'est d'abord, il faut comprendre déjà l'anatomie et la physiologie de la parole pour comprendre après si la parole va être acquise d'une manière normale ou est-ce qu'il y a une pathologie. Étant donné tous les problèmes organiques qu'on connaît chez l'enfant IMC, il est clair qu'il y aura un problème de parole. Parce qu'il y a un problème aussi, les muscles respiratoires, il y a un problème au niveau de la sonorisation et c'est ce qui va donner que l'enfant, certainement, aura des troubles. S'il y a une bonne coordination, il y aura bien sûr une phonation claire, compréhensible, intelligible. S'il y a un problème de coordination, c'est le cas chez l'enfant IMC, bien sûr, la parole ne sera pas intelligible et il y aura un problème pour le comprendre. Bien sûr, l'IMC trouve des difficultés pour contrôler toute cette coordination est absente chez lui. C'est ce qui fait qu'il a des troubles de la parole. Les troubles de la parole peuvent avoir plusieurs degrés. Nous pouvons aller des troubles d'articulation très simples, modérés, jusqu'à un niveau où il n'y a pas du tout de... comment dirais-je, l'expression orale, elle est vraiment incompréhensible. Pourquoi il y a tellement de difficultés d'articulation que le langage de l'enfant est incompréhensible, sauf parfois des proches, c'est-à-dire les plus proches peuvent comprendre ce qu'il veut dire, mais pour les autres, cela ne va pas être possible. La voix aussi peut être touchée par des problèmes, parce que quand on parle de langage, on parle de la voix, on parle de la parole, on parle de langage. Alors, la voix aussi, on va voir qu'elle est touchée, selon les cas. Par exemple, dans le cas d'un IMC athétosique, la voix elle est grave, la réalisation de la parole elle se fait pendant l'inspiration parce que vous savez que il y a un moment pour parler, c'est quand on expire, le volume est régulier, l'intensité est faible. Chez l'IMC spastique, on va trouver que la voix elle est haute et forcée. Il y a une hypernasalisation, qui c'est-à-dire une nasalise. Le volume il est irrégulier et bien sûr il y a la raucité vocale. La raucité, c'est-à-dire la voix ta'oud kun khshina. C'est ça ce qu'on veut dire par raucité. Bien sûr, il y a aussi un élément très important, c'est que à cause de tous ces problèmes de la voix, l'enfant IMC n'est pas compris, on ne comprend pas son état émotionnel. Parce que l'état émotionnel, c'est quoi? Quand je suis énervée ou quand je suis contente ou je suis dégoûtée ou autre chose, ça se voit dans ma voix. À partir de ma voix, l'intensité, la mélodie, le rythme de ma voix va vous faire comprendre que je suis très en colère. L'enfant IMC, comme il a ces problèmes de la voix, on ne peut pas comprendre son état émotionnel. Ou contrarié, ou ainsi de suite. Et ça, c'est à cause de ces problèmes.
Les troubles d'articulation sont très très fréquents et d'ailleurs c'est le domaine d'intervention le plus de l'orthophoniste. On travaille beaucoup sur les problèmes de l'articulation et là bien sûr ils sont toujours expliqués par la même cause, par les problèmes neurologiques. On a altération, substitution ou distorsion des phonèmes, les phonèmes, des phonèmes fibrillés. Et là, bien sûr, nous avons les spécialistes du domaine de l'orthophonie, Chevry-Muller, qui explique aussi ces troubles-là qui touchent l'articulation. Et souvent chez les IMC, quand ces troubles d'articulation sont importants, on parle de dysarthrie. C'est vraiment le niveau le plus important parce que la dysarthrie, c'est une pathologie du module de sortie de la parole, pathologie de la sphère bucco-phonatoire qui permet la réalisation du langage sonorisé. Et là, on comprend bien sûr que tout est touché, la phonation, le débit, la prosodie. C'est ce qui fait que quand il s'agit d'une dysarthrie, il y a vraiment un langage qui est incompréhensible. Les troubles du langage d'une manière générale. Chez l'enfant IEPC, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'études, mais en fait, même si le peu d'études qui existent disent qu'il y a vraiment une grande hétérogénéité, c'est-à-dire que ce n'est pas le même trouble chez tel enfant ou tel autre. Chacun va présenter un trouble qui va être différent et qui va aussi être différent selon aussi les facteurs extérieurs. Chevry-Muller estime qu'il y a entre 50 à 80% des enfants IMC qui souffrent de troubles du langage oral et que ces troubles sont les plus fréquents chez les enfants athétosiques que chez les enfants spastiques. Tardieu en revient à lui, dit que le langage est altéré tant bien sur le plan expressif mais aussi sur le plan de la compréhension. D'accord ? Les aspects du langage qui sont touchés, ce sont les aspects lexicaux, syntaxiques, sémantiques, ainsi de suite. Et il y a aussi des difficultés majeures dans la pratique du langage. Et là, quand je dis la pratique du langage, ce n'est pas seulement le langage lui-même, mais il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect pragmatique. L'aspect pragmatique touche l'acte de communiquer. Chez l'enfant IMC, il n'aura pas appris le tour de parole, quand est-ce qu'il doit prendre, quand est-ce qu'il doit répondre, ainsi de suite. C'est des choses aussi qui sont mal acquises chez l'enfant touché par cette pathologie. La prise en charge. La prise en charge, d'une manière générale, la priorité dans la prise en charge, comme le savent déjà même les pédiatres et tout, elle est donnée à la motricité d'abord, l'acquisition de l'autonomie, la locomotrice et aussi dans la vie quotidienne, et la maîtrise de la communication. Mais on commence toujours par la première. L'autonomie, elle sera prise en charge par un travail sur le tonus dont la régulation permet la réalisation de l'action motrice. Et la régulation tonique et tonico-posturale se fait grâce à la vigilance, aux flux sensoriels confrontés aux sensations proprioceptives, aux interactions avec l'environnement et aux représentations. Et là, bien sûr, on revient aux travaux c'est le domaine des psychomotriciens, des kinésithérapeutes qui travaillent beaucoup sur cet aspect. Nous devons aussi parler toujours de la motricité. On doit savoir que l'apprentissage de la marche se fait quand c'est possible. Quand il y a cette marche, elle se fait d'une manière tardive par rapport à l'enfant tout venant. Seulement, il y a deux choses. C'est que non seulement il ne faut pas se précipiter, c'est-à-dire les parents, il ne faut pas à tout prix qu'ils fassent des exercices et tout pour que l'enfant marche, mais aussi, il y a d'autres, de l'autre côté aussi, il ne faut pas aussi laisser toujours, parce qu'il y a toujours des conseils qui sont donnés par les psychomotriciens, par les kinés, concernant comment prendre l'enfant, dans quelle position le mettre, ainsi de suite. Alors, il y a vraiment ça. Les déficits associés sensorio-cognitifs comportementaux aussi vont avoir vraiment un effet sur l'image que va se construire l'enfant de lui-même. Concernant la prise en charge orthophonique, alors il y a un travail sur la motricité phonatoire, comme j'ai dit tout à l'heure, et la respiration. Il y a la rééducation de la parole, il y a l'évaluation et la rééducation des compétences linguistiques, langage oral et écrit. Pourquoi je dis langage oral et écrit? Bien sûr, parce qu'il y a des enfants qui acquièrent un langage, qui rentrent à l'école. N'oublions pas que dans les cas d'IMC où il n'y a pas d'handicap intellectuel, les enfants peuvent aller loin dans leurs études. Nous avons même des étudiants universitaires diplômés qui sont IMC. Mais cependant, pendant le parcours scolaire, ils peuvent avoir des difficultés qui vont toucher le langage écrit, c'est-à-dire
la lecture, l'écriture déjà. Si on parle de l'écriture, n'oubliez pas que c'est une activité motrice, c'est la motricité fine. Il y a beaucoup de problèmes de dysgraphie, c'est-à-dire que l'écriture n'est pas du tout compréhensible par une autre personne, et parfois aussi la dysorthographie. Prendre en compte aussi, ça c'est dans les tendances sexuelles, dans la prise en charge, en plus de la parole, de la respiration, de la voix, les orthophonistes aussi doivent faire attention maintenant à d'autres aspects qu'on doit prendre en considération. C'est les déficits ou les problèmes de mémoire, notamment la mémoire de travail et même la mémoire à long terme. Ce genre de problèmes, ils sont sous-estimés, mais il faut les travailler avec l'enfant. La prise en charge aussi des problèmes de calcul, je dis ça, c'est pour l'avenir. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a dit qu'en fait, un enfant IMC, c'est dès la naissance, en pédiatrie, ainsi de suite, on le suit. Il faut qu'il y ait une fiche, il faut qu'il y ait un suivi, parce qu'il y aura, au fur et à mesure qu'il va grandir, il y aura des difficultés qu'il faut prendre en charge. En dernier lieu, je reviens aux moyens de communication qu'on appelle augmentés ou alternatifs. Ça, c'est dans les cas des enfants où l'aspect neurologique rend l'acquisition du langage impossible, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à acquérir un langage oral. Pour ces enfants-là, il ne faut pas les priver de communication. Actuellement, il y a beaucoup de moyens de communication qu'on appelle alternatifs. En plus de la mimique, en plus du regard, en plus, il y a aussi les moyens qui sont mis par les ergothérapeutes. C'est leur domaine. Il y a ce qu'on appelle les tableaux de communication avec des dessins, pour dire je veux manger ou je veux boire. Comme il ne peut pas le dire, parce qu'il n'a pas son langage oral, il peut montrer l'image qui correspond à ce qu'il veut à ses parents. C'est ce qu'on veut dire par tous ces moyens qui remplacent le langage oral. Et ces systèmes qu'on appelle les systèmes de communication, ils doivent non seulement être utilisé et compris par le milieu familial, mais même par l'entourage. C'est ce qui fait que si l'enfant fréquente un centre, s'il fréquente une crèche ou je ne sais pas, il faudra aussi, d'ailleurs à l'étranger, ils sont vraiment en train de développer ces systèmes, vraiment ils sont connus et les gens, comme le langage Bliss par exemple, vous pouvez faire une petite recherche sur internet, ils vous montrent les schémas, les dessins, c'est des langages qui permettent de travailler avec ces enfants, d'accord? Il n'y a pas qu'avec les IMC, par exemple avec les autistes aussi qui n'ont pas de langage oral, il y a aussi dans la prise en charge des moyens de communication alternatifs. En dernier lieu, nous parlons aussi de l'informatique. D'ailleurs là, je fais référence aussi à une journée qui a été une journée d'études qui a été organisée par l'association de M. Baziz, qui est présent ici, et qui a porté sur l'intérêt de l'informatique pour les enfants porteurs et les enfants et adolescents porteurs de handicap. Et vous savez que maintenant, on fait des miracles. Ce n'est pas le simple micro-ordinateur qu'on a tous, mais c'est des logiciels qui sont spécialisés, qui aident beaucoup ces enfants, surtout qui ont des difficultés pour parler, pour pouvoir communiquer. Je termine par dire et par insister sur l'importance d'un travail de groupe. Ça ne sert à rien du tout que l'orthophoniste travaille de son côté, le clinicien, de son côté le kiné, parce que là, c'est comme la phrase que dit notre collègue Mamri et la collègue d'hier, l'enfant il est morcelé, il est coupé, chaque jour et personne ne sait ce que l'autre fait. On ne connaît pas les programmes de l'autre, on ne connaît pas l'évolution, on ne connaît pas les difficultés. La meilleure prise en charge, c'est celle qui pourrait réunir, comme ce que vous allez faire bientôt, Inch'Allah, dans votre structure. Sur place, il y a le médecin pédiatre, il y a l'orthophoniste, il y a le psychologue, le kiné, il y a des réunions de travail, il y a des réunions de briefing pour dire avec tel enfant, sur le plan tel, voilà, je n'arrive pas. La psychologue dira, ah oui, cette semaine, il n'était pas bien, il a un souci. Ça, c'est pour rappeler l'intérêt de la prise en charge pluridisciplinaire, qu'un travail d'équipe, c'est très important. L'intérêt aussi d'intégrer tout le monde. Par exemple, nous, en Algérie, les ergothérapeutes, c'est récent. C'est maintenant, alors qu'ils ont un rôle très, très important, et c'est eux qui travaillent pour mettre en place tous ces tableaux de communication, ainsi de suite, dont j'ai parlé. Autre chose aussi qui est importante, on parle beaucoup de l'enfant. Moi, j'aimerais bien rajouter qu'il ne faut pas oublier aussi les incidences au moment de l'adolescence. C'est dommage, la journée n'est pas suffisante, le séminaire n'est pas suffisant, mais si on a l'occasion de parler encore de cette pathologie, il faudra parler de ces adolescents IMC. Arriver l'adolescence, la puberté, les nouveaux besoins, ainsi de suite, il y a toute une gamme de pathologies aussi, de problèmes qu'il faut prendre en charge. Je vous remercie pour votre attention.